Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier hors-série d'Histoire de guide. Cela va me permettre de me présenter un peu mieux à vous et puis surtout de pousser un coup de gueule. Vous allez voir. Je m'appelle Mélissa, je suis guide conférencière, passionnée par mon métier, mais également impliquée dans la reconnaissance de celui-ci. Guider, ce n'est pas un job d'été comme beaucoup pourraient penser, il y a un diplôme, à la fin de celui-ci, vous avez une carte qui vous est délivrée. C'est un travail de recherche permanent, croiser ses sources, les identifier et bien sûr vérifier qu'elles sont exactes. Après ce travail de l'ombre, il y a la partie que vous voyez quand vous décidez de faire appel à un guide pour la fameuse visite guidée. Et là, croyez-moi, c'est une autre paire de manches. Il faut s'adapter à tout type de profil pour vous faire profiter au maximum de l'expérience et c'est un véritable travail d'équilibriste. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de ce fléau qui monte et qui n'a de cesse de monter, qui met en rogne les guides professionnels détenteurs de cette fameuse carte que je vous ai montrée. Croyez-moi, ce n'est pas juste une petite gueulante pour protéger notre précaré, il s'agit de la protection des connaissances, de la culture. Ce ne sont pas des informations à balancer à la légère. C'est toute une histoire qui peut se retrouver biaisée si on la manipule n'importe comment. J'ai donc décidé de vous offrir un petit florilège des plus énormes absurdité que j'ai pu entendre de la bouche des free tours. D'ailleurs, free, pas vraiment si gratuit que ça, mais ça, c'est un autre débat dont on pourra reparler une autre fois. Les free tour guides, ce sont des guides qui vous récitent une leçon, mais attention, celle-ci n'est pas toujours correcte puisque les informations semblent assez limitées au profit de la rentabilité. Pas de formation, pas d'intérêt patrimonial, juste l'envie de se faire un peu d'argent. Mais le job existant, je ne vise pas ceux qui le font, mais plutôt ceux qui le proposent. Bref, guider c'est un vrai métier, vous l'aurez compris, passons maintenant aux choses sérieuses. Imaginez, vous êtes sur le parvis de Notre-Dame de Paris quand tout à coup, vous entendez derrière vous une voix qui explique à un large groupe de visiteurs, vous l'avez compris, un free guide tour, que Notre-Dame de Paris est la cathédrale où tous les rois de France se sont fait baptiser. Non. En réalité, Notre-Dame de Paris n'a vu passer que deux sacres, celui d'Henri VI en 1431 qui avait 10 ans lors de la cérémonie mais qui ne régna pas, car Charles VII avait déjà été couronné roi de France en 1429 à Reims. Ouais bon, on était à la fin de la guerre de Cent Ans, c'est pas une période facile, j'en conviens. Et le deuxième, c'est Napoléon Ier, le 2 décembre 1804. J'aurai une flopée d'infos à vous donner rien qu'en regardant ce fameux tableau de David, mais on a affaire ailleurs. Partons maintenant du côté du Louvre. Là-bas, on retrouve un autre free guide tour qui est en train d'asséner à la foule que la pyramide du Louvre a été décidée par François Mitterrand pour honorer sa maîtresse qui était d'origine égyptienne. Tenez-vous bien, cette maîtresse d'origine égyptienne, je vous le donne en mille, c'était la chanteuse Dalida. Non, désolé, ça aurait pu être une anecdote marrante, mais Paris regorge déjà d'histoires abracadabrantes. Pourquoi essayer d'en inventer ? Et même si l'homme politique avait eu une liaison avec Dalida, ce n'est certainement pas pour ça que le Louvre a aujourd'hui une entrée pyramidale. C'est l'architecte Yao Ming-pei qui choisit la forme pyramidale. Il a fait sa formation dans une école d'architecture héritière de l'école du Bauhaus des années 20, dont l'idée reposait sur une vision pragmatique des formes géométriques qui s'en inspiraient et les réinterprétaient dans la vie quotidienne. Pei propose l'objet de la pyramide qui reflète une forme de modernité à la fin du XXe siècle. Ce n'est pas une référence à la pyramide égyptienne qui, elle, est minérale et également un symbole de mort. Au contraire, cette pyramide est un symbole de vie grâce à ses parois de verre qui laissent entrer la lumière dans les sous-sols du Louvre. Bon, allons un peu prendre l'air. Nous voici maintenant sur le Pont Neuf. Mais ils sont partout ces free guide tours, c'est pas possible, il y en a un juste ici. Il explique que si le Pont Neuf s'appelle ainsi, c'est parce que c'est le premier pont de pierre construit sur la Seine. Encore raté. Certes, le premier pont en pierre n'existe plus comme tel, mais ce n'est pas une raison pour lui voler la vedette. Le premier pont de pierre de Paris est le pont Notre-Dame, construit en 1507, alors que le Pont Neuf, lui, a été inauguré en 1607. Mais bon, on n'est pas à un siècle près, hein. Allez, un petit tour aux Tuileries maintenant pour essayer de se remettre de toutes ces émotions. Mais là encore, j'ai l'impression que le fondement du free tour, c'est plutôt le spectacle, le show, l'authenticité des informations, ça a pas l'air d'être vraiment intéressant. Voici ce que j'ai pu entendre. Les amis,
Qui aime le jus d'orange? Presque tout le monde. Napoléon III, le type qui a reconstruit Paris, adorait le jus d'orange. Il a construit ce bâtiment, l'Orangerie. Et de l'autre côté, il a construit un autre bâtiment, le Jeu de Paume. C'est aussi un musée. C'est là qu'il avait ses cours de tennis. Il venait prendre son verre de jus frais, puis jouer au tennis très tôt le matin. Il était célèbre pour ça. Bah là, je sais pas trop quoi vous dire en fait. L'Orangerie et le Jeu de Paume ont bien été construits sous Napoléon III, certes, mais ce dernier, amateur de jus d'orange et de tennis, sport qui n'existait même pas à son époque sous ce nom-là, bon ça c'est si on veut pinailler, hein, mais j'ai quand même un doute. Le musée de l'Orangerie présente aujourd'hui la collection des Nymphéas de Monet. Il fut construit en 1852 afin d'abriter durant l'hiver les orangers décorant le jardin du Palais des Tuileries. Et allez, je veux bien concéder le fait que le Jeu de Paume était l'ancêtre du tennis et que le bâtiment avait bien été conçu dans le but d'y abriter des cours de Jeu de Paume. Et puis tiens, pendant qu'on y est, j'ai aussi appris que Napoléon III vivait au Palais des Tuileries parce qu'il ne voulait pas faire comme Napoléon Ier qui, lui, vivait à l'Arc de Triomphe. Ouais, à l'Arc de Triomphe. Je vous le précise quand même, mais l'Arc de Triomphe n'était pas un palais royal, hein. C'était une arche monumentale construite pour célébrer les soldats de la Grande Armée napoléonienne suite à la bataille victorieuse d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Et oui, un an tout pile, juste après le sacre de Napoléon à Notre-Dame de Paris. Allons maintenant faire un petit tour du côté de la place Vendôme après toutes ces belles explications. Là, entre les bijoutiers et le souvenir de Napoléon Ier qui trône en empereur sur la colonne de la Grande Armée au centre de la place, se trouve la boutique Louis Vuitton. À l'intérieur, une statue toute dorée de Louis XIV, représentée en Apollon pour le ballet royal de la nuit. Cette image a toute sa place ici, puisque c'est l'architecte de la Galerie des Glaces du château de Louis XIV à Versailles, Jules Ardant-Mansart, qui a conçu la place Vendôme que l'on connaît à quelques détails près en 1699. Et là, vous imaginez bien que ça rate pas. Un petit groupe s'attroupe devant la statue et finalement, l'un des visiteurs demande « Pourquoi Vuitton a mis en valeur Louis XIV ?» Réponse du guide « Eh bien, parce que Louis Vuitton était un descendant de Louis XIV. » Bah oui, bien sûr, quelle question. Passons. Allons jeter un coup d'œil près de la Tour Eiffel pour voir ce qu'on y propose. Ça y est, j'ai les oreilles qui saignent. Je viens juste d'entendre le guide en train d'expliquer qu'à la place de la Tour Eiffel, il était prévu d'ériger un éléphant. Mais je ne sais pas si cette personne a été à Nantes juste avant et qu'il a vu les machines de Lille, mais un éléphant, non, jamais. Il est vrai qu'il y a eu pas mal de délires parmi les 107 projets et que les ingénieurs et architectes ont parfois eu des idées farfelues, mais un éléphant, non. Parmi ces idées loufoques, il y a eu celle de bâtir une guillotine géante, car en plus d'accueillir la 4e exposition universelle, la France célébrait le centenaire de la Révolution en 1889. Il y a aussi eu l'idée d'une colonne sur laquelle on aurait placé un système d'arrosage pour asperger la ville en cas de sécheresse. Mais point d'éléphant en vue, je vous l'avais dit. Bon, on déménage. Prenons un peu de hauteur en gravissant les escaliers de la butte Montmartre pour finir en apothéose. Montmartre, c'est un régal pour les petites anecdotes, les rues sinueuses, on s'y sent comme dans un rêve. Un petit peu trop peut-être, parce que là, on a quelqu'un qui est en train de nous expliquer pourquoi le château des Brouillards de la rue Girardon s'appelle comme ça, et croyez-moi, ça vaut le détour son explication. Au 19e siècle, le lieu était habité par un poète. Bon, on ne sait pas de qui parle le guide, mais on peut supposer que c'est Gérard de Nerval. En effet, le poète a vécu en ces lieux à la fin des années 1820. Ce poète donc fumait beaucoup de hashish et lorsqu'il ouvrait ses volets, une épaisse fumée sortait de sa chambre et formait une sorte de brouillard, d'où le nom du lieu. C'est drôle, mais c'est faux. Le château des Brouillards tire son nom de la brume formée par la vapeur d'eau qui s'élevait de la fontaine du But, anciennement fontaine du Buc, située à l'angle de la rue Girardon et de la rue de l'Abreuvoir. Bon, voici déjà un petit palmarès de tout ce que mes collègues et moi-même avons pu entendre lors de nos passages à côté de ces fameux free tour guides. Mais il y en a encore tant, je les garde de côté pour vous pour une prochaine fois. Je remercie par ailleurs ces mêmes collègues qui ont pu alimenter ma réserve des perles des guides non professionnels de Paris. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous-même vous avez entendu quelque chose dépassant l'entendement à Paris ou ailleurs. Merci pour votre attention, n'oubliez pas le pouce en l'air qui fait toujours plaisir et un tout petit merci aux Free Tour Guides qui malgré tout m'auront permis de créer cette vidéo. Allez, sans rancune.